Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch ainsi que sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Nous sommes le vendredi 3 mars 2023. Il est à peu près 10h en France et 18h au Japon puisque l'émission a changé d'horaire et nous sommes ensemble comme chaque vendredi pour un nouvel épisode de Soft Power. Soft Power, si vous venez ici pour la première fois, c'est une émission matinale hebdomadaire tous les vendredis de 10h à midi sur Twitch. Une matinale dans laquelle on fait un point critique et légèrement engagé, ça c'est la ligne éditoriale, sur l'actualité pop culture de la semaine passée, du point de vue des mouvements, des tendances, de la politique, de l'économie. Bref, on parle d'arrière-boutique de la pop culture, de ce que les objets culturels nous racontent de nous et de notre monde. Le tout en écoutant, et ça c'est notre acte militant, de la musique d'animé, histoire de se mettre dans l'ambiance et de redonner un peu de place à ces compositeurs qu'on oublie un peu trop vite. Préparez votre café, planquez vos écouteurs dans vos manches si vous êtes au taf. Cette semaine, on va mettre les mains dans le cambouis. On va pas mal parler de la question des travailleurs culturels et de leur précarité suite aux licenciements importants qui ont eu lieu dans le monde du jeu vidéo depuis quelques années. On va parler de tentatives, d'embryons, de débuts, de possibilités, de pourquoi pas de syndicalisation dans le monde de la bande dessinée. On va parler des problèmes administratifs pour les artistes auxquels on ne pense pas forcément. Et puis, on va évidemment s'intéresser à l'éléphant dans le couloir avec l'intelligence artificielle dans tous les sens et à son impact de plus en plus central sur les cultures populaires. Et puis, on va se faire cancel un petit peu cette semaine en se posant la question de la pertinence de la modification annoncée des œuvres littéraires classiques avec l'annonce récente de la modification de la série de romans James Bond de Ian Fleming. Voilà, mais parce que tout ça, c'est déjà beaucoup trop sérieux, je vous propose qu'on se vide la tête collectivement en commençant par le truc le plus moche de l'année. Voilà, il y a quelques jours, le site officiel de Knights of the Zodiac, les Chevaliers du Zodiac, le film live, dévoilait cette nouvelle affiche pour le film assez librement adapté du manga de Masami Kurumada. Vous n'étiez pas au courant, c'est chose faite et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Alors qu'on serrait tous un peu les dents à l'annonce du film, à la crainte de se retrouver en face d'un nouveau Dragon Ball Evolution, qui est depuis longtemps l'étendard des adaptations catastrophiques d'œuvres manga au cinéma, c'est désormais l'effroi qui succède à la crainte pour Night of the Zodiac, parce que on a eu droit depuis à une ribambelle de bandes-annonces absolument dégueulasses, de fonds verts baveux, d'armures de chevaliers période kermesse de l'école Jules Ferry de Bourg-en-Bresse. Bref, il n'y a rien qui va et on est peut-être en face du nouveau Messie, des pires adaptations d'œuvres culturelles sur grand écran, et pourtant la liste est longue avec Dragon Ball Evolution, Full Metal Alchemist, l'Attaque des Titans, mais tout est possible et je ne résiste pas à l'envie, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, de vous montrer le dernier teaser qui a été dévoilé au début de cette année. In days of legend, gods walked the earth. Say it. What if I told you Athena had returned in human form? And you are destined to become one of her guardian knights. I'd say your therapist isn't worth his paycheck. C'est vraiment dégueulasse. Oui, je sens votre hâte, j'entends votre trépignement. Ça ressemble beaucoup aux premières bandes annonces de Dragon Ball Evolution à l'époque. Et comme si ça ne suffisait pas, le film est sous-titré Le Commencement, puisqu'on a appris récemment de la bouche de Yoshi Ikazawa, le producteur de Toei Animation qui bosse sur le film, lors d'une interview qu'il a donnée au magazine Variety, que le projet cinématographique envisageait l'exploitation de la franchise, non pas sur un, non pas sur deux, mais sur 6 films, et que les suivants étaient d'ailleurs déjà à l'étude. Bon,
il est très peu probable qu'on dépasse le cadre du premier film, mais on a le droit de rêver un petit peu. Pour ce projet faramineux, une équipe de rêve, Tomek Baginski à la réalisation, Tomek Baginski qui avait mis en scène les cinématiques des bandes-annonces du The Witcher 3, c'est pas une blague, Andy Cheng en coordinateur des cascades et des combats après avoir travaillé sur le tout à fait brillant Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, et puis le tout servi par un casting qui s'est un petit peu perdu en chemin, McKenna dans le rôle de Seiya, et on le retrouvera d'ailleurs dans le rôle de Zoro dans l'adaptation de One Piece, de l'adaptation de Netflix de One Piece, j'ai hâte, qui promet énormément elle aussi, et on retrouve également Madison Iceman qu'on apercevait dans Jumanji, et puis de manière totalement aléatoire, Sean Bean, Mark Dacascos, Famke Janssen, parce que la lumière était allumée sans doute, et le chéquier un petit peu aussi, le tout servi par la chanson thème du film Courage, composée par la chanteuse Pink pour son album Earth to be Human, sorti en 2019, parce que pourquoi pas. Bref, sauf agréable surprise, très honnêtement, il semble qu'on retrouve les habituels écueils des adaptations manga sur grand écran, une équipe technique débauchée à la dernière minute, une incompréhension des différences culturelles et des différences de grammaire de médium, l'incapacité à penser son histoire et son esthétique pour le cinéma, le refus de penser l'adaptation comme une nécessaire trahison, un budget tout fauché, des contraintes de temps castratrices, et nous revoilà en 2023 avec ce type de projet sous les yeux. Et pour ceux qui auraient encore un soupçon de curiosité morbide, le film sortira le 28 avril au Japon et dans le courant de l'année dans le reste du monde, peut-être, on ne sait pas, on n'a pas de date, mais ça a l'air incroyable. Allez, vivement. Cette question de l'adaptation des mangas au cinéma pose évidemment en filigrane la question du respect de l'œuvre, et depuis quelques petites années, on observe au Japon que la question du respect de l'œuvre passe aussi et enfin par la question de leur conservation. Alors, la conservation des dessins originaux de manga, si personne n'en avait grand-chose à faire jusqu'à il y a quelques années, on peut observer depuis quelques temps au pays du soleil qui se lève à 5 heures du matin et qui m'empêche de dormir, la prise de conscience grandissante de la nécessité de conserver les dessins originaux des mangas, auparavant perdus ou simplement jetés, car culturellement considérés comme de simples tentatives, de simples ébauches de mise en page. Mais la façon d'évaluer les dessins originaux a progressivement changé avec le temps pour diverses raisons, parmi elles l'augmentation de l'intérêt pour les mangas et l'animation dans le monde entier, ou l'augmentation encore de la demande d'originaux de la part de collectionneurs ou des chercheurs et historiens de l'art, mais c'est aussi par exemple le fait de la reconnaissance croissante de leur valeur artistique en soi, comme des œuvres d'art à part entière, lié à la prise de conscience globale du Japon de la nécessité de promouvoir son propre capital culturel. Bref, du bon gros soft power comme on commence à en avoir l'habitude ici. Et la question de la conservation de ce genre de dessin est d'autant plus complexe au Japon qu'on estime à environ 50 millions le nombre de dessins originaux de manga au pays des cerisiers en fleurs et des fax. Les solutions se sont donc multipliées ces dernières années. Les dessins sont notamment entreposés dans des entrepôts, dans d'anciens bâtiments scolaires réaffectés ou dans des musées aux parties dédiées comme le Yokote Masuda de la préfecture d'Akita qui en 2020 avait reçu un don de 42 000 dessins originaux de l'œuvre complète du défunt Takao Yaguchi, connu pour ses mangas sportifs. Mais on peut aussi citer le musée Hidezo Kondo qui, comme son nom l'indique, conserve les croquis originaux du mangaka Hidezo Kondo, qui était connu pour ses mangas satiriques. Mais ce sont aussi des initiatives qui permettent la conservation en parallèle, comme celle de l'Agence des affaires culturelles du Japon qui a demandé en 2020 la création d'un centre d'archives pour aider les familles à stocker les dessins originaux des artistes décédés, et oui, on n'y pense pas, ou encore l'initiative de Keiko Takemiya, dont nous parlait avant-hier le journal Yomiuri. Keiko Takemiya, âgée de 73 ans et mangaka influente dans les années 70, qui a mis en chantier le projet Genga Dash, qui consiste à scanner massivement et le plus précisément possible les dessins originaux pour les stocker et ainsi lutter contre leur détérioration et leur disparition naturelle, tout en facilitant leur transmission aux générations futures. À noter que la question de la détérioration des dessins originaux se pose davantage pour la question des shoujo mangas, ces mangas dont la cible éditoriale est en général le public féminin, du fait de la subtilité des couleurs qui sont utilisées en général dans le genre.
Et puis, en biais, comme le souligne Keiko Takemiya, préserver et gérer les dessins originaux, c'est témoigner d'eux et faire rayonner l'histoire du manga, et pas si accessoirement que ça, de faire prendre conscience, au passage, de l'immense et sacrificiel travail accompli par les mangaka tout le long de leur création. Et puisqu'on parle de bande dessinée, les gens, il est assez difficile de passer à côté de la question de celles qui sont produites par des intelligences artificielles génératives. Oui, ça arrive, et le pire probablement, c'est que c'est pas si mal. Mais c'est maintenant clair, les images créées par des intelligences artificielles ne sont pas éligible à l'enregistrement au titre du droit d'auteur. C'est en tout cas ce que nous dit le bureau du droit d'auteur américain suite au dépôt du roman graphique intitulé Zarya of the Dawn, dont voici quelques images. Remontons un petit peu en arrière pour comprendre ce qui s'est passé. L'année dernière, l'autrice new-yorkaise Chris Castanova a réalisé le premier enregistrement d'une bande dessinée, que vous pouvez voir ici, Zarya of the Dawn, un roman graphique, comme on dit dans les milieux où on boit des kirs royaux dans des verres pailletés d'or, qui a la particularité d'avoir des dessins entièrement générés par l'intelligence artificielle Midjourney. Tout aurait pu se terminer ainsi, sauf qu'après avoir validé l'enregistrement, le bureau du droit d'auteur s'est un peu gratté la tête devant les dessins et s'est inquiété a posteriori de savoir s'il allait bien en réalité... s'il y avait bien eu en réalité une implication humaine notable dans le processus de mise en page, dans le processus d'illustration de la bande dessinée. Le bureau a alors demandé à Chris, puisque ça fait partie de ses attributions, de lui fournir des informations quant à son processus créatif. Il découvre alors qu'une intelligence artificielle générative avait été utilisée pour l'illustration et il a tout simplement lancé l'annulation de son propre enregistrement. Ni une ni deux, Chris Castanova fait appel à un avocat pour soutenir que l'intelligence artificielle générative qu'elle avait utilisée pour illustrer sa bande dessinée, la célèbre Midjourney, était essentiellement similaire au processus artistique de sélection par un photographe de son sujet, de son heure de la journée, de l'angle et du cadrage d'une image, mais le 21 février dernier, le bureau a confirmé cette fois l'annulation du premier enregistrement en précisant que bien que Chris soit effectivement l'autrice du texte de l'œuvre, autrice de la sélection, de la coordination, de l'arrangement des éléments écrits et visuels, les images qui ont été générées par la technologie Midjourney, elles, ne sont pas le fruit d'une production humaine et ne sont donc pas protégeables au titre du droit d'auteur. Autrement dit, le bureau a annulé le premier enregistrement qu'il avait réalisé pour en faire un nouveau qui cette fois excluait la maternité des illustrations présentes dans la bande dessinée. Pour faire un peu de droit, parce que l'ex-tutor, tout ça, le bureau du droit d'auteur a rappelé que les tribunaux interprétaient l'expression œuvre d'auteur assez strictement, la limitant uniformément et strictement aux créations d'auteurs humains. Même dans les cas où la paternité non humaine est revendiquée. Alors là, vous allez me dire, mais Lex, qu'est-ce que ça veut dire ça, une œuvre dont la paternité non humaine est revendiquée ? Eh bien ça, c'est la question qui a dû se poser dans une affaire un petit peu étrange de 1997, Urantia Found contre Kristen Maera, où les parties du procès discutaient du livre d'Urantia qui aurait été rédigé par des êtres célestes avant d'être transcrit, compilé et collecté par de simples mortels. Résultat, le livre d'Urantia n'est pas en soi enregistrable et déposable au titre du droit d'auteur américain. Bon, alors pourquoi précisément Midjourney est écarté de l'enregistrement alors qu'on pourrait effectivement arguer, comme le fait Chris, que l'intelligence artificielle n'est encore qu'un outil au service de la personne qui s'en sert ? Le bureau a précisé que Midjourney n'interprétait pas les commandes qu'on lui envoyait pour faire produire des images comme des instructions spécifiques, précises, pour créer un résultat expressif particulier, et les mots sont importants, et que ce faisant, le processus par lequel un utilisateur de Midjourney obtient une image n'est pas exactement le même que celui d'un artiste. Autrement dit, pour simplifier, le processus de Midjourney est en grande partie du pif, de l'aléatoire, non contrôlé totalement par l'utilisateur, qui ne peut donc pas réellement prédire ce que lui fournira Midjourney avant que l'intelligence artificielle propose, pour ceux qui l'ont déjà utilisé, vous savez, un premier jet de 4 images différentes sur lesquelles vous pouvez commencer à travailler. Bref,
Une décision qui est une première pierre à l'édifice immense que s'annonce être la question de la propriété intellectuelle des œuvres dans le monde de l'intelligence artificielle. Première pierre qui se fait déjà très vite ensevelir sous un tas d'autres petits cailloux, puisque en plus de cette histoire de bande dessinée, la liste des contestations judiciaires centrées sur les intelligences artificielles génératives s'accumule depuis quelques mois. Un recours collectif a été récemment déposé dans le district nord de la Californie contre les intelligences artificielles, générant des images prétextant que ces intelligences artificielles transgressent les droits des artistes en apprenant avec leurs œuvres sans leur consentement, puisqu'il faut former les intelligences artificielles pour qu'elles soient capables de produire de nouvelles images à partir d'œuvres préexistantes. Et une autre plainte encore a été déposée par Getty Images, le site que vous connaissez bien, contre l'intelligence artificielle Stability, cette fois devant la Haute Cour de justice de Londres, pour une infraction aux droits de propriété intellectuelle du site. Bref, les contours du droit d'auteur se redessinent à vitesse grand V au contact des intelligences artificielles génératives et ce n'est vraiment que le commencement. Bref, comme on le disait, nos cultures populaires sont en train de se faire envahir par les intelligences artificielles génératives. On a parlé à l'instant de la création de bandes dessinées via Midjourney, la semaine dernière de l'écriture de nouvelles de science-fiction par ChatGPT, ou encore de la génération procédurale de game design par Mario GPT. Et cette semaine, c'est au tour d'un court-métrage d'animation de faire beaucoup parler de lui. I can sense your fear. We have spent every day of our lives together. You are an open book to me. It will be trivial to defeat you thanks to my ancient technique. I can already feel him in my mind. The moment I pick my move, he'll know. For the good of the kingdom, I must win. But how? One! The answer is obvious when I think about it, but it terrifies me. Two! If he's in my mind, I must have no mind. I must eliminate all thought. Three! Yes, if I never make a decision, he will never be able to predict me. It's beautifully perfect. Father, you would be proud. Shoot! C'est très moche. L'extrait que vous avez pu voir est issu du court-métrage Pierre, Papier, Ciseaux, réalisé par Corridor Digital, qui a été élaboré grâce à plusieurs logiciels, Stable Diffusion, Dream Boost, qu'on peut approcher de Midjourney précisément, et DaVinci Resolve pour le montage. Postée il y a quelques jours, la vidéo compte désormais 1,8 million de vues au moment où nous faisons cette matinale, et au-delà de son succès de visionnage, l'équipe a mis au point également un tutoriel d'1 heure, étape par étape, payant, bien sûr, pour permettre à qui le souhaite de créer son propre court-métrage d'animation, l'équipe se vantant en creux d'avoir changé le monde de l'animation, ce qui est un peu gros mais pas tant, dans un making-of absolument passionnant sur leur chaîne YouTube que je vous invite à découvrir après la matinale. Alors, c'est pas la première fois qu'un film d'animation est co-construit avec une IA générative. Il y a quelques semaines sur Netflix, le studio japonais Wit Studio, à qui l'on doit les premières saisons de l'Attaque des Titans, de Vinland Saga et plus récemment de Spy Family, avait proposé un court-métrage de 3 minutes nommé Le chien et le garçon, dont les arrière-plans avaient été générés par une intelligence artificielle. Une première proposition qui avait déjà provoqué des remous parmi les animateurs, inquiets de l'impact réel sur leur travail à venir. A fortiori que les personnes qui avaient travaillé sur le court-métrage et qui avaient modifié à la main les propositions de l'intelligence artificielle générative n'avaient même pas été nominativement créditées à la fin du court-métrage, où apparaissait seulement le terme « humain » avec un S. Alors évidemment, tout le monde n'a pas été très emballé par ce nouveau court-métrage du studio Corridor Digital. Nombre d'animateurs, de créateurs et de journalistes du milieu de l'animation s'en sont donnés à cœur joie sur les réseaux pour pointer tous les petits problèmes techniques de l'œuvre, mais sont passés peut-être à côté un petit peu de leur sujet, puisque le fond du problème, il me semble, c'est bien la crainte à l'égard de la montée en puissance des intelligences artificielles génératives dans les productions culturelles, crainte dont on saisit le fond en regardant le premier commentaire sous la vidéo du making-of que je vous lis instantanément. En tant qu'animateur, cela me fait peur. J'ai consacré ma vie au dessin et à recréer le mouvement dans les dessins seulement pour être remplacé dans quelques années.
C'est évidemment cette angoisse du sens qui est au cœur des levées de boucliers qu'on voit très partagées ces dernières semaines sur dans tout un tas de pans des cultures populaires, nourrie par une crainte croissante parmi les travailleurs culturels que cette technologie ne conduise à l'automatisation et à la banalisation de leur travail créatif, renforçant fortement, et on a déjà pu l'observer il y a quelques semaines lors d'un licenciement massif chez Microsoft au profit de l'intelligence artificielle, à leur précarisation. Une angoisse dont on a déjà beaucoup parlé ici, il y a quelques semaines, qui s'accompagne de nombreuses questions éthiques, juridiques, morales ou encore philosophiques quant à la place de l'humain dans l'art. Carlos Santana, un vulgarisateur sur l'intelligence artificielle, considère que pierre, papier, ciseaux pourrait être un concept qui anticipe à quoi ressemblera l'animation dans un futur proche. Est-ce que c'est le futur de l'animation qu'on vient de voir ? Souhaité, non. Envisagé, possiblement, en tout cas, c'est ce que croit le PDG de Tonali Animation, Jared Martin. Tonali Animation, studio international spécialisé dans l'externalisation de la production d'épisodes sur tout un tas de séries que vous connaissez bien, Boruto, Blue Lock, Zombieland, et qui dévoile dans son plan pour l'avenir deux nouvelles tendances pour augmenter les rendements de production et la thune de l'animation mondiale. Je vous le mets dans le mille. 1. L'intelligence artificielle d'un côté, en prenant soin de laisser, dit-il, beaucoup de place à l'intervention humaine, bla, 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 discours, fait sur la commode, on commence à se voir dessiner un pattern. Et puis, il propose aussi, en deuxième, parce que c'est vrai, on avait oublié, pourquoi pas, d'investir massivement dans les NFT, parce que oui, histoire de trouver d'autres sources de financement supplémentaires en vendant de l'art numérique. De belles propositions qui n'ont pas trop attendu pour être mises en œuvre puisque Tonali Animation a commencé à travailler sur un animé entièrement NFT. Oui, Second Self, une IP originale dans tous les sens du terme, même si depuis la licence a changé de main. Un futur de l'animation et de la production culturelle absolument radieux et contre lequel il va probablement falloir se mobiliser et se questionner fortement, j'ai l'impression. Il faudra donc se mobiliser, et puisqu'on parle de mobilisation, on va parler bande dessinée américaine pour changer un peu, et notamment effleurer très légèrement la question des regroupements d'auteurs et de bandes dessinées et d'embryons de syndicats. Alors en préambule, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que contrairement à d'autres pays comme la France, qui a une certaine reconnaissance de la profession d'auteur de bande dessinée, notamment du point de vue de la réglementation, aux États-Unis, les auteurs sont de simples travailleurs indépendants au statut souvent très flou et précarisés par la domination absolue de deux grandes maisons d'édition que vous connaissez bien, Marvel d'un côté et DC Comics de l'autre, qui emploient bon nombre d'auteurs en contrat à durée déterminée, dans des conditions précaires, avec des salaires bas et peu ou pas du tout de protection sociale. Pour le reste, la structure de l'industrie américaine, elle est très fragmentée dans tout un tas de petites maisons d'édition et d'éditeurs indépendants, ce qui rend souvent difficile la coordination et l'organisation des auteurs entre eux. Pour toutes ces raisons, la question de la nécessité pour les auteurs de se regrouper dans l'industrie de la bande dessinée américaine a toujours été assez mollement discutée, à plus forte raison que même parmi les auteurs, cette absence de culture de groupe ou cette culture du syndicat peut amener certains d'entre eux à en avoir un peu peur et à considérer une éventuelle syndicalisation comme un processus inutilement lourd qui ne ferait que très peu progresser leurs conditions de travail. C'est dans ce cadre qu'un groupe d'artistes et d'écrivains de bande dessinée s'est réuni pour former aux États-Unis la coopérative des dessinateurs, écoutez bien ça, dont le but est de perturber l'industrie américaine de la bande dessinée en créant à la fois un agrégateur de bande dessinée ad hoc et une communauté dont les membres contribueront à un effort marketing mutuel de leur travail. L'idée, c'est de partager des informations sur l'industrie, de mettre en commun des ressources, des compétences, des contacts pour soutenir les membres tout le long de leur processus créatif. Ceux qui voudront rejoindre la coopérative devront postuler et être examinés par le comité pour qu'on puisse s'assurer de leur professionnalisme et de leur comportement passé, ça pour éviter les prédateurs potentiels. Bref, un bon gros regroupement solidaire comme on les aime bien à Soft Power. Mais le timing de la création de cette coopérative en ligne, il n'est pas tout à fait anodin. D'abord parce que les ventes de l'industrie de la bande dessinée aux États-Unis vont bien, et tapent même, pour certaines, des tonnes de records, sans que les créateurs ne voient au passage évidemment, la moindre couleur d'un début de billet de banque.
et aussi parce que le contexte de la pandémie de Covid-19 fait que la possibilité de participer à des conventions et donc la possibilité pour des jeunes auteurs de se faire aider en présentiel, elle s'est retrouvée fortement réduite. Et puis, un dernier point, et peut-être d'ailleurs le plus important, c'est le long et lent d'ailleurs effondrement des médias sociaux, des réseaux sociaux dont on parle ici depuis quelques semaines, qui rend plus difficile pour les créateurs de trouver un engagement avec leur travail du simple fait de la réduction de l'espace où les gens peuvent réellement mettre leur bande dessinée sur Internet. Bref, une initiative pas si insignifiante que ça, un embryon de ce qui pourrait ressembler dans les années à venir vaguement, si on ferme un peu les deux yeux dans le brouillard de très très loin, à un véritable syndicat alternatif de combat. Et je termine en citant quelques-uns des membres du comité de la coopérative avec un message qui fait un petit peu du bien. L'édition est une bête mercurielle. Les tendances capitalistes dictent quelles histoires et quels conteurs sont soutenus et quiconque n'adhère pas aux tendances est ignoré. Dans une industrie créative qui régurgite simplement les mêmes histoires encore et encore, vous obtenez également des lecteurs insatisfaits et déconnectés. Le système récompense l'homogénéité et le conservatisme. Dans ce cadre, la coopérative des dessinateurs est construite en solidarité avec nos collègues créatifs qui existent en dehors des marges. Nous visons à donner les moyens d'aller au-delà des jardins clos, des algorithmes et des pressions du marché des entreprises qui ont dominé la scène de la bande dessinée aujourd'hui. Faire le pont avec cette news sur la coopérative de dessinateurs, une initiative qui fait sens, eu égard au sens de l'histoire, et qui permet un petit peu à son échelle de casser l'Amérique. Casser l'Amérique, justement, Breaking America, une expression qui fait référence originellement à la réussite d'un artiste ou d'un groupe de musique dans le plus grand marché musical du monde, les États-Unis. Casser l'Amérique, c'est souvent synonyme pour de nombreux artistes étrangers d'aller aux États-Unis afin d'obtenir une reconnaissance, une audience plus importante, s'ouvrir à des tournées plus importantes, à des collaborations avec d'autres artistes, à des nominations, à des prix prestigieux et éventuellement à un grand succès commercial. Mais il est possible qu'il soit de plus en plus difficile dans les années à venir de casser l'Amérique pour des raisons administratives. Et ça, c'est le magazine The Guardian qui nous révèle dans ses colonnes que le service d'immigration américain table sur une augmentation à venir des frais de visa, passant de $460 à $1 615 s'il vous plaît, soit une augmentation de 250%, une paille, en parallèle à d'autres changements qui, selon les artistes et les managers interviewés par le journal, rendraient quasi impossible pour quiconque en dehors des grandes stars de se produire aux États-Unis. C'est la douille. Une douille d'autant plus grande pour les artistes britanniques qu'ils sont déjà en prise avec une inflation toute particulière du fait du Brexit, estimant l'augmentation du prix des tournées de 40%. Selon une enquête de la Music Managers Forum, une organisation professionnelle britannique qui offre des ressources et des conseils pour les managers d'artistes, 58% de ses membres qui envisageaient une tournée aux États-Unis dans les prochaines années sont désormais incapables de le faire du fait de l'augmentation des frais proposés. Alors un hashtag a été lancé, Let the Music Move, un hashtag qui a été repris d'une ancienne manifestation, qui sonne un peu comme une bouteille à la manche dans un monde où la part mondiale du Royaume-Uni dans la musique est passée de 17% en 2015 à seulement 10% en 2022, faiblesse de soft power, du fait de la concurrence accrue de la musique latino-américaine et de la K-pop, on se refait pas. Voilà, c'est pas la première fois que des pans culturels entiers sont ralentis ou bloqués pour des questions administratives. Vous vous souvenez peut-être un petit peu plus trivialement aussi que One Direction avait dû annuler sa tournée australienne en 2015 pour des problèmes de visa, que le festival South by Southwest, un événement de musique, de cinéma et de médias interactifs qui a lieu chaque année à Austin, avait rencontré des difficultés importantes en 2017 pour ces mêmes raisons de visa, ou encore que les artistes MIA, Cat Stevens ou DJ Khaled s'étaient tous frappés aussi le mur américain il y a quelques années, pour des raisons parfois moins avouables peut-être du gouvernement américain. La problématique des visas américains est telle qu'elle parsème
la pop culture. C'est le cas récemment avec la série Master of None de Netflix, que vous avez peut-être vu, dont l'un des épisodes met en scène son personnage principal dans la galère de l'obtention d'un visa. Mais je pense surtout au très chouette film The Big Sick, basé sur l'histoire vraie du comédien Kumail Nanjiani, qui avait dû naviguer dans les complexités du système de visa américain pendant 15 ans. Pendant 15 ans, les gens, pour pouvoir rester aux États-Unis avec sa petite amie malade. Des négociations diplomatiques sont donc encore amenées du côté américain, mais cette crise du visa américain nous rappelle, il me semble, que le soft power auquel nous sommes au contact en permanence, est aussi en grande partie dicté par des politiques administratives qui régissent l'accès des travailleurs culturels et qui ont des répercussions sur l'image et l'influence culturelle des pays à travers le monde. Ces politiques administratives qui peuvent se baser sur des différences économiques, évidemment, sur des différences diplomatiques aussi, pour des raisons de lutte culturelle, de volonté d'hégémonie aussi, mais aussi bien sûr pour des préjugés culturels. Et c'est d'ailleurs pour cette dernière raison que des pays accordent plus facilement des visas aux artistes et aux travailleurs culturels qui proviennent de pays qui sont culturellement similaires ou qui ont des relations diplomatiques plus étroites avec eux. C'est pour cette raison que dans l'Union européenne, vous avez un système de visas simplifié pour les artistes et les travailleurs culturels qui proviennent d'autres pays de l'Union européenne, que le Japon et la Corée du Sud ont un accord de coopération culturelle qui facilite l'octroi de visas aux artistes, ou encore que le Canada et les États-Unis ont un accord de libre-échange nord-américain qui prévoit une exemption de visa sous certaines conditions pour les artistes et travailleurs culturels qui se déplacent pour des tournées ou des événements temporaires. En résumé, ces politiques administratives ont un impact considérable sur la diversité culturelle de notre monde et il apparaît toujours plus crucial de trouver des solutions pour protéger les créateurs et encourager leur expression créative dans des contextes internationaux. Je vous propose de souffler un peu en écoutant de la musique d'animé avec pour une petite pause musicale d'1 minute, le temps de s'aérer la tête, que je remplisse mon verre d'eau et le temps de retrouver un peu d'espoir aussi pour le futur. Et on revient juste après pour continuer les news. À tout de suite les gens. Vous êtes toujours sur Twitch en train d'écouter Soft Power, la matinale pop culture qui a lieu tous les vendredis de 10h à midi. L'occasion pour moi de vous rappeler que vous pouvez soutenir la chaîne d'abord de la manière la plus importante possible en présentiel, en venant assister l'émission en live,
en venant assister à l'émission en live et en followant la chaîne, ça aide infiniment. Ensuite, vous pouvez soutenir l'émission en différé en la soutenant sur toutes les plateformes de rediffusion et de podcast et dès ce week-end, enfin et également sur YouTube pour les 4 premiers épisodes. Et si vous avez les moyens, vous pouvez vous sub à la chaîne ou encore mieux rejoindre le Patreon dont le lien est affiché dans la description. Ça aide énormément et si vous avez un Prime Amazon, pensez-y. On oublie de temps en temps, mais pensez-y. Je passe, je vais pas faire de la promotion pendant des heures. Vous avez entendu cette semaine le thème principal du film d'animation Bubble, que vous avez peut-être découvert sur Netflix, un film d'animation que j'ai pas trouvé incroyable, mais dont la bande originale est absolument magnifique. Bande originale composée par Hiroyuki Sawano, que vous avez peut-être et sûrement d'ailleurs déjà entendu pour son travail sur l'Attaque des Titans, sur Seven Deadly Sins, sur Blue Exorcist et sur l'excellent Kill la Kill. Hiroyuki Sawano, dont je vous invite à découvrir le reste du travail. Il est temps d'attaquer la prochaine news et de se faire un petit peu jeter par l'entièreté des réseaux sociaux. Alors non, mais plus sérieusement, petit disclaimer, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Quand même, j'ai longtemps hésité avant de traiter ce sujet-là. J'hésite toujours à traiter des sujets qui sont profondément polémiques. Et j'ai mis un petit peu de temps à essayer de trouver une bonne manière d'aborder ce sujet-ci. Je ne suis pas sûr d'y être arrivé, mais je vais tenter de le faire avec ce que j'ai à ma disposition et j'essaierai autant de faire ce peu que d'y mettre du contexte et d'y apporter mes très humbles réflexions. Alors c'est parti, on va essayer de ne pas glisser, d'avancer le plus doucement possible parce que vous allez le comprendre dès que je vais commencer à en parler, c'est un sujet très politique qui polarise extrêmement rapidement et pour lequel je serais sincèrement très curieux d'avoir votre avis dans le chat. On apprenait cette semaine dans les lignes du journal The Telegraph que la Ian Fleming publication, qui promeut et protège l'héritage littéraire de Ian Fleming, avait autorisé la révision de la série de romans James Bond afin de les rendre plus conformes à la sensibilité des lecteurs modernes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pastis ? Pour bien comprendre de quoi on parle lorsque l'on parle de rendre plus conforme à la sensibilité des lecteurs modernes, on a d'abord besoin de comprendre ce qu'est le métier de sensitivity readers, de relecteurs en sensibilité, métier qui a pris une place très importante dans le monde de l'édition ces dernières années, a fortiori dans les pays anglo-saxons. Alors à l'origine, ces relecteurs en sensibilité, ce sont des personnes embauchées pour aider les auteurs à éviter les stéréotypes et les représentations offensantes dans des textes qui ne sont pas encore publiés, comme des manuscrits de livres ou des scénarios de films. Originellement, ces relecteurs jouaient un rôle d'assurance qualité de la représentation des communautés et des cultures dans les œuvres de fiction, en fournissant notamment des commentaires constructifs, des suggestions afin d'éviter des erreurs factuelles, d'améliorer la précision des représentations. Mais depuis quelques années, il faut reconnaître qu'il y a eu un élargissement du rôle de ces relecteurs en sensibilité qui peuvent également désormais être embauchés pour relire des œuvres déjà publiées, oui, et proposer concrètement des modifications, des remplacements, des reformulations, voire des coupes des œuvres dont ils ont la charge lorsque celles-ci sont jugées inadéquates, lorsqu'elles parlent entre autres de race sociale, de genre, de poids, de santé mentale, de violence, etc. C'est de ça dont on parle lorsque l'on juge la sensibilité des lecteurs modernes. Et puisque nous fêtons cette année les 70 ans de l'œuvre littéraire James Bond, la Ian Fleming Publication a entrepris de proposer une réédition des œuvres de l'agent secret et a donc commandé l'expertise de ses relecteurs en sensibilité. Résultat, les romans James Bond vont être débarrassés des passages à caractère raciste qui parsèment les aventures de 007. Un des exemples qui nous est donné par la maison d'édition et à mon avis qui nous permet de saisir ce qu'est concrètement ce travail de relecture sensible est celui du roman de James Bond Vivre et laisser mourir, sorti en 1954, dont l'action se passe en partie dans le quartier new-yorkais d'Harlem et en Louisiane. À un moment donné de l'histoire, alors que Bond entre dans un club de striptease, le roman original précise la phrase suivante que je vous lis « Bond pouvait entendre le public halter et grogner comme des porcs devant l'abreuvoir. » Bon, ça se passe dans le quartier d'Harlem, je ne vous fais pas de dessin, vous avez compris. Phrase remplacée dans la nouvelle édition par « Bond pouvait sentir la tension électrique de la pièce ».
Bon, ce sont de vraies modifications de texte, voire des suppressions, puisque The Telegram nous apprend que la suppression des descripteurs raciaux a été une priorité pour les relecteurs en sensibilité, travaillant sur cette série de romans James Bond, laissant parfois de côté, de manière un peu surprenante par ailleurs, des propos pourtant assez douteux quant aux femmes et aux personnes atteintes de handicap qui, eux, n'ont curieusement pas été impactés. Et ces modifications apportées au roman ne sont pas tout, puisque chacun d'entre eux, une fois révisé, sera accompagné d'un petit encadré justifiant les modifications, tout en tentant de mettre un contexte à l'œuvre originale. Ces modifications de l'œuvre de James Bond, elles arrivent dans un climat politique très tendu où de nombreuses œuvres, de nombreuses nouvelles éditions de classiques de la littérature viennent de passer ou passent encore sous la machine à écrire de relecteurs en sensibilité. Vendredi dernier, c'était le quotidien britannique The Daily Telegraph qui mettait en avant que les ayants droit de l'auteur britannique jeunesse Roald Dahl, que vous connaissez pour Charlie et la chocolaterie, Le bon gros géant, Mathilda, avaient également entrepris de débroussailler les textes originaux de ses romans. Et derrière tout ça, derrière ce travail de réécriture, la société Inclusive Minds, spécialisée dans la relecture sensible et qui vise des œuvres authentiquement inclusive et accessible. Ok. Résultat pour Charlie et la chocolaterie, entre autres, Augustus Gloop, qui était défini comme gros, devient énorme, les Oompa Loompa, auparavant des petits hommes, deviennent des petites personnes, etc. Vous avez compris le processus. Des modifications qui n'ont évidemment pas manqué de provoquer une levée de bouclier du Premier ministre britannique et d'une ribambelle d'auteurs qui voilà un gros caviardage dans les règles de l'art. Une partie d'entre eux crient évidemment à la censure pure et simple, et d'autres, peut-être un petit peu plus fins aussi, parlent d'un risque de perdre des éléments clés de l'histoire, de la culture ou de la société de l'époque à laquelle l'œuvre modifiée a été écrite. Le problème de la modification d'œuvres classiques est d'autant plus difficile à résoudre qu'on comprend bien que l'argument de l'inclusivité pour ces sociétés d'édition relève le plus souvent d'un visible et très grossier coût marketing bénéficiant à tout niveau des polémiques que génère sa mise en place. Je m'explique, il n'a pas fallu attendre des mois pour que la maison d'édition s'empresse de ressortir également en parallèle un recueil de 16 œuvres originales non modifiées cette fois de Roald Dahl, baptisé Classique Édition, tiens donc, qui est désormais 2e du classement des meilleures ventes de livres pour enfants d'Amazon, tiens donc, le beurre, l'argent du beurre et l'attention du consommateur, tout y est. Bref, la question de savoir s'il est bon ou non de modifier des œuvres pour les remettre au goût du jour, c'est évidemment une question qui est très controversée et qui fait l'objet de débats parmi les spécialistes de littérature et les lecteurs depuis des décennies. Et il n'est évidemment pas question d'avoir la prétention de résoudre ça en une petite matinale sur Twitch. Mais déjà, il me semble qu'on peut nourrir nos réflexions de quelques petites précisions. D'abord, les modifications d'œuvres, il y en a. Et il y en a toujours eu, que ce soit pour des raisons politiques, des raisons idéologiques ou des raisons sociales. Les textes religieux ont souvent été réécrits ou interprétés de différentes manières au cours de l'histoire. De nombreux classiques de la littérature ont été réécrits pour s'adapter à des normes ou à des goûts différents. On peut se rappeler que Mary Shelley, l'autrice de Frankenstein ou le mythe de Prométhée, sorti en 1818, avait elle-même à plusieurs reprises apporté des modifications assez importantes à l'histoire et au style de son œuvre pour mieux correspondre aux normes littéraires de son époque, sachant que l'original lui-même était déjà considéré à l'époque comme une sorte de réécriture du mythe de Prométhée. En 1851, on avait Moby Dick de Herman Melville, considéré à l'époque comme un échec commercial et qui avait dû être réécrit, qui est devenu le livre qui a la notoriété qu'on lui connaît aujourd'hui à force de révision, d'ajouts de passages, de modification du ton et du style, etc. Oui, mais là, Lex, c'est pas pareil, c'est pour des raisons woke. Alors déjà, qu'est-ce que vous faites dans le chat? Et ensuite, d'accord, mais en 1887, quand Arthur Conan Doyle se faisait taper les doigts pour sa description des Mormons dans A Study in Scarlet, il entreprend de lui-même d'épurer son texte des parties les plus controversées. Et d'ailleurs, Dahl lui-même avait apporté des modifications à son Charlie et la chocolaterie 2 ans après la sortie de l'original.
Et ça, on parle que des œuvres, je ne parle que des œuvres qui ont été modifiées par les auteurs d'origine. Les aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain, Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell, Peter Pan de J.M. Barrie, c'est autant d'œuvres qui ont été modifiées, notamment après la Seconde Guerre mondiale, pour s'adapter à la nouvelle époque dans laquelle ces œuvres étaient publiées. Et puis, au-delà de ces modifications très directes auxquelles on pense tous et toutes, il y a toutes ces petites modifications auxquelles on ne pense pas forcément et qui sont réalisées en permanence. Des modifications pour rendre le vocabulaire obsolète plus accessible, des notes de bas de page pour expliquer des références culturelles qui n'ont plus cours. Et de mon point de vue, une des modifications les plus massives des œuvres, c'est la traduction des œuvres que nous lisons, puisque nous ne sommes que très peu à lire les versions originales des œuvres auxquelles nous sommes en contact. Ces traductions, nécessairement très ancrées dans les époques où elles sont réalisées, évidemment, sont elles-mêmes des formes de réécriture profonde des œuvres qu'elles traduisent, tout simplement. Et cela, évidemment, en mettant de côté le fait qu'une œuvre est évidemment aussi modifiée chaque fois que vous la lisez et que vous la relisez, ou alors qu'elle est adaptée sur d'autres supports plus visuels, comme le cinéma, nourrissant du coup votre imaginaire, qui remplira à son tour l'œuvre originale, etc. Je passe. Soit. Peut-être ainsi que le problème, ce n'est pas tant les modifications apportées aux œuvres à travers le temps que la question de la mise en place en parallèle d'une structure publique, d'un service public qui permettrait de conserver efficacement les originaux afin de les rendre facilement accessibles au plus grand nombre qui souhaiteraient les découvrir. Parce que, de mon point de vue, l'un des plus grands périls culturels, et c'est quelque chose qu'on a pu beaucoup entendre indirectement ces dernières semaines, et qui fait écho à ce dont on parlait au début de l'émission quant à la conservation des dessins originaux dans le monde du manga, c'est la disparition pure et simple des œuvres classiques, quel que soit leur support, et du coup de l'intention originelle de leurs auteurs ou de leurs autrices. On a par exemple appris la semaine dernière que 2 albums de Picsou, de Don Rosa, le canard le plus riche du monde et Le rêve d'une vie, ne seraient désormais tout simplement plus disponibles à l'achat, puisque Disney, détenteur des droits, ne les publiera plus officiellement pour des raisons aussi de mise en conformité avec l'époque. Et il me semble que cette dépublication discrétionnaire à la discrétion d'entreprises privées, qui est un souci majeur pour la question de la conservation du patrimoine culturel mondial et de nos cultures populaires, et d'ailleurs que ce soit un choix d'éditeur ou un choix d'auteur. Ça ne change rien. Comme pour l'immense difficulté que les fans de Star Wars ont à trouver une copie d'une version non modifiée du premier film Un Nouvel Espoir, dont Lucasfilm ne met à disposition que des versions modifiées. Même dans la version DVD de 2004, censée mettre à disposition la version originale, pas du tout originale, puisqu'elle inclut la modification du fameux Han Solo Shot First et la modification de la scène finale avec l'explosion de l'étoile de la mort. Cette question de la protection du patrimoine culturel, elle me semble d'autant plus centrale qu'elle doit se corréler, je crois, à de véritables pédagogies critiques, autant pour les enfants que pour les adultes, pour qu'on apprenne collectivement, tous et toutes, à réellement lire, à réellement voir, à réellement entendre une œuvre, à reconnaître que celles-ci ont été écrites dans un temps et dans un espace donné, qu'elles l'ont été dans des contextes historiques et culturels différents, qu'elles peuvent refléter de ce fait des attitudes et des croyances différentes, qui ne sont pour certaines pas ou plus acceptables dans nos sociétés actuelles, et puis qu'on apprenne aussi et ainsi qu'il est nécessaire de prendre en compte le contexte et les différents systèmes de représentation qui égrènent les œuvres auxquelles nous sommes constamment en contact, nous offrant ainsi, et je terminerai là-dessus humblement, peut-être, je le crois, des perspectives critiques sur les enjeux contemporains. Les gens, on va aborder un sujet qu'on n'a jamais abordé jusqu'à maintenant, mais il n'y a pas de raison. On va sortir de toute cette noirceur et descendre, prendre le soleil dans le sud de la France, puisque le 23 février dernier, la Croisette s'était transformée à l'occasion de la 36e édition du Festival international de jeux à Cannes, événement durant lequel les visiteurs sont invités à jouer jour et nuit à des jeux de plateau, des jeux de société et à tester tout ça et de tester toutes les nouvelles sorties. Comme chaque année, l'événement est aussi l'occasion d'organiser la cérémonie des As d'Or qui récompense depuis 1998 les meilleurs jeux de société sortis au cours des derniers mois.
Le jury des As d'Or, composé de professionnels du monde du jeu de société, évalue alors un peu la qualité du matériel, la lisibilité des règles, l'esthétique du jeu, la créativité, la stratégie, la narration, l'accessibilité, tout ce que vous voulez. Et la cérémonie récompense des jeux dans 4 catégories distinctes. Cette année, c'est Flashback Zombie Kids, un jeu d'enquête où les joueurs doivent sauver le monde d'une invasion de zombies qui a remporté le prix du jeu de l'année pour les enfants. C'est Challenger, un jeu de duel qui oppose des joueurs dans un grand tournoi de jeux de bataille qui a remporté le prix du jeu pour les initiés. C'est Ark Nova, un jeu dans lequel on doit développer un zoo moderne à visée scientifique. Le jeu a l'air vraiment sympa, qui a remporté le prix du jeu pour les joueurs experts. Et c'est Acropolis, rien à voir avec une chaîne politique d'il y a 10 ans, un jeu où l'on doit faire croître sa propre ville qui a remporté cette année le prestigieux As d'Or. La cérémonie des As d'Or, on en parle peu, on en parle trop peu dans les médias français et c'est pourtant pas si anodin que ça en a l'air. D'abord parce que le Festival international des jeux de Cannes, c'est sans doute le plus grand événement européen des jeux de société. Ensuite parce que les As d'Or sont pour les créateurs de jeux qui obtiennent ces prix souvent synonymes de renommée et de succès commerciaux. Et ensuite et surtout parce que les As d'Or, mais c'est la France qui fait du soft power de jeux de société, évidemment. C'est une façon pour le pays et la culture française de mettre en valeur son savoir-faire en matière de jeux de société, mais aussi de soutenir et de promouvoir ses industries culturelles dans le monde, de renforcer sa diversité culturelle et sa position en tant que leader mondial culturel. Ce n'est pas pour rien que l'initiative des As d'Or est soutenue par le ministère de la Culture en France, évidemment. La présence de cette cérémonie en France est d'ailleurs d'autant plus importante que beaucoup d'autres pays se sont équipés au fil des années de leurs propres machines à faire rayonner leurs jeux de société. On peut penser aux Origin Awards aux USA, les Spiel des Jahres en Allemagne, les Juego del Año en Espagne. Il y en a aussi en Italie, il y en a en Belgique, il y en a en Finlande. Chaque pays a son propre événement pour mettre en avant sa production culturelle, pour rayonner, pour diffuser une certaine pratique culturelle et faire parler dans les médias ou dans les petites matinales confidentielles sur Twitch le vendredi matin de 10h à midi, bien sûr. Et la France est particulièrement investie dans le monde du jeu de société, on le sait peut-être pas assez, c'est pour ça qu'on compte également d'autres festivals dédiés aux jeux de l'Hexagone. Il y a le festival de Parthenay, il y a le festival de Saint-Herblain, et c'est une présence d'autant plus vertueuse qu'elle invite de nouvelles générations à se lancer dans le jeu de société et à pourquoi pas se lancer également dans la création de jeux de société à son tour d'ici quelques années. Un attachement au monde du jeu de société en France qui ne va pas s'arrêter de sitôt, puisqu'on estime aujourd'hui que 59% des gens qui ont découvert les jeux de société pendant le confinement, et ils sont nombreux, ont continué à jouer et à acheter des jeux. À vos dés, rien ne va plus. Je vous propose, les gens, de rester dans le cadre du jeu, parce qu'on parle de prix, parce qu'on parle de cérémonie, parce qu'on parle d'événements. Préparez-vous à enfiler votre plus beau Power Glove et vous chauffer les pouces sur vos claviers mécaniques RGB effet anti-ghosting, puisqu'hier, le comité international olympique a annoncé la tenue d'une nouvelle semaine de compétition dédiée aux jeux vidéo qui se tiendra à Singapour du 22 au 25 juin prochain, comme il l'avait fait en marge des Jeux de Tokyo il y a 2 ans, et il faut évidemment que je vous montre ça. Man who came into this competition taking up a reserve place, and he is our laser winner. Alors, fini l'Olympic Virtual Series de 2021 et bienvenue à l'Olympic eSports Series où le CIO organisera des grandes finales sur des jeux déjà rattachés à des fédérations sportives internationales. Les jeux retenus, attention, préparez-vous, sont Tic Tac Bow, WBSC eBaseball Power Pro, Zwift pour le cyclisme, Just Dance pour la danse, Gran Turismo pour la simulation automobile, Virtual Taekwondo probablement comme son nom l'indique pour du bilboquet, Virtual Regatta comme l'année dernière, Tennis Clash ou encore Chess.com, soit au total 7 jeux mobiles sur 9 titres sélectionnés.
Alors, ça peut surprendre un petit peu quand on entend les noms et quand on voit la programmation, lorsqu'on connaît le vrai monde de l'e-sport, où des titres comme League of Legends, Rocket League, Counter-Strike, Fortnite, Valorant, Apex, StarCraft, Street Fighter sont plutôt habituellement les ténors du marché. Et précisément, il faut y voir là toute la stratégie du CIO. Il ne s'agit pas de faire une compétition pour mettre en avant l'e-sport, mais bien de profiter de l'attrait des jeunes pour l'e-sport afin de les amener à s'intéresser au vrai sport, avec des vrais gens dedans, et d'intéresser les amateurs de vrais sports, avec des vrais gens dedans, à leur version virtuelle dans ces jeux dont ils connaissent déjà parfaitement les règles. C'est en tout cas ce que souligne Vincent Pereira, responsable du sport virtuel au CIO, puisqu'il déclare au journal Evening Standard que l'idée première est de faire le pont entre le sport et le jeu vidéo, quitte à négliger que l'e-sport est déjà une scène tout à fait à part, avec des jeux déjà immensément populaires et bien implantés dans la scène internationale. Alors oui, on pourrait pester, et puis on le fait d'ailleurs un petit peu, comme à l'accoutumée sur ce genre de projet, mais tout n'est pas perdu, rassurez-vous, puisqu'on a appris que le CIO était actuellement en discussion avec d'autres fédérations qui auraient fait part de leur intérêt pour ces Jeux Olympiques du jeu vidéo, et là ça change un petit peu, puisqu'on apprend que notamment les fédérations de FIFA, de NBA 2K, de Street Fighter V ou encore de Rocket League sont intéressées, et ce sont déjà des jeux très présents sur la scène e-sport actuelle. Une scène e-sport actuelle qui bénéficierait alors, le cas échéant, d'une accélération exceptionnelle grâce à la longueur infinie du bras des membres du CIO et puis de leur chéquier, bien évidemment, à plus forte raison qu'au cours de la présentation d'hier, le comité a émis l'idée d'annualiser l'Olympic eSport Series, datant la prochaine édition à Paris, et oui, la ville des Gilets jaunes, en marge des Jeux Olympiques de 2024. Bref, ce sera peut-être bien d'ici quelques années. Les gens, je vous propose de terminer tranquillement cette salve de news. On va terminer sur une dernière news, alors sans doute pas la plus lumineuse, il est vrai. D'après le site Kotaku, Electronic Arts, le géant du jeu vidéo à la tête de FIFA, Madden NFL, les Sims, Battlefield, vous connaissez, aurait mis à la porte plus de 200 employés en assurance qualité de leur studio de Baton Rouge, et ce sans les avertir au préalable, parce que pourquoi pas, les employés ont eu la très mauvaise surprise de recevoir sur leurs appareils personnels la notification d'un licenciement à effet immédiat. Alors, on pourrait se dire que ça va prud'homiser dans tous les sens, sauf que non, puisque la grande majorité de ces employés étaient sous le statut de contractor. Alors, vous savez déjà que chaque pays essaye de travailler sur des statuts éclatés qui permettent d'embaucher vite fait mal fait avec des contrats précaires des travailleurs et des travailleuses. C'est le phénomène du albaito au Japon et c'est le cas du contractor aux États-Unis. Pour faire simple, le contractor dans le monde du jeu vidéo, c'est un travailleur indépendant engagé par une entreprise de jeu pour une durée déterminée pour réaliser une tâche spécifique, comme par exemple la conception de niveau, la modélisation de certains objets ou en l'occurrence pour les assurances qualité. Il est souvent rémunéré à l'heure et au projet, il n'a pas de garantie de travail continu, il n'a pas les avantages sociaux de la sécurité de l'emploi, il n'a pas l'assurance santé et il n'a évidemment pas non plus le pouvoir de négociation sur les termes de son contrat. Bref, la totale et le rêve de notre gouvernement actuel. Et cerise sur le gâteau, les contracteurs peuvent se voir licenciés sans préavis du jour au lendemain et selon le contrat ou l'État américain, peuvent même parfois se retrouver sans aucune indemnité de licenciement. Magnifique. Avec ce départ de 200 employés, le studio de EA Baton Rouge a perdu quasiment la moitié de sa masse salariale et l'intégralité des testeurs officiant sur le jeu Apex Legends au contrôle qualité. Contrôle qualité qui est régulièrement confié à des contracteurs justement en charge de tester le jeu avant sa sortie afin de détecter et de signaler les bugs, les erreurs, les problèmes techniques, etc. Maigre consolation pour les employés de Baton Rouge. Ils et elles auront le droit d'aller récupérer leurs affaires personnelles sur site, oui, merci patron, et recevront l'équivalent de 60 jours de paie en indemnité de licenciement. Peanuts, si on en croit en sous-marin les dires des employés licenciés par rapport au contrat liquidé, en sous-marin, puisque bien sûr ceux-ci ont l'interdiction d'en parler à la presse pour le moment.
Alors, EA Bâton Rouge, c'est pas un petit studio pour le géant du sport électronique, c'est l'un des piliers des opérations du géant, fondé en 2008 pour se dédier justement intégralement au contrôle qualité. C'est une partie essentielle d'Electronic Arts qui vient de se faire amputer, s'inscrivant ainsi dans le long processus de réduction des coûts dans lequel est entré Electronic Arts depuis quelques mois, suite à des résultats économiques en berne. Une histoire d'ailleurs qui n'est pas sans rappeler d'autres licenciements importants de contracteurs dans l'industrie du jeu vidéo au cours de ces dernières années. En 2019, c'était Activision Blizzard qui licenciait 800 personnes, dont beaucoup travaillaient encore une fois dans le département de l'assurance qualité. En 2020, chez Google, en 2021 chez Amazon et son studio Crucible pour ceux qui s'en souviennent. Tout ceci est une grande tendance de fond, d'optimisation des coûts et des dépenses, de remplacement par l'intelligence artificielle, toujours elle, quand c'est possible, et surtout, d'une grande précarisation des travailleurs culturels dont il faudra continuer de parler, je crois, le plus possible. On a fait un petit peu le tour des news de cette semaine. Je vous propose, comme chaque semaine, qu'on termine l'émission en douceur avec une petite salve de recommandations de vidéos YouTube, de live Twitch, de podcasts, de livres que j'ai vus, que j'ai lus, que j'ai entendus cette semaine, en lien, si possible, avec la pop culture. Et on essaie de pousser toujours les petits créateurs ou les chaînes pas trop connues, histoire de donner de la force au passage. Et on va commencer cette semaine avec une chaîne qui ne correspond absolument pas à ce que je viens de dire, puisqu'elle compte déjà 160 000 abonnés, mais là j'y suis pour rien parce qu'elle prend 30 000 abonnés tous les 2 jours. C'est la chaîne de Ego, qui produit des vidéos et des mini-docus autour du jeu vidéo. Il y a seulement 9 vidéos sur la chaîne, absolument toutes sont des bangers absolus. Je vous montre ça tout de suite. Absolument fascinant, et je vous invite à en profiter tant que vous le pouvez encore. Là, on est sur Minecraft, le jeu le plus vendu de tous les temps, sur une vieille version, sortie il y a plus de 10 ans. Voilà, vous pouvez regarder, on a un peu de sable, un peu d'eau et un peu d'herbe. Rien de fascinant pour le moment, et pourtant je ne vous ai pas menti. Ce que vous regardez là maintenant, c'est une map très particulière, probablement la map la plus particulière de Minecraft à vrai dire. Et si vous voulez commencer à comprendre pourquoi, je peux vous montrer cette même map 10 ans plus tard. Ça fait bizarre, hein. Et pourtant on est au même endroit, à quelques blocs près. Vous voyez des... Alors voilà, Ego, il a cette capacité à tisser et à narrer des histoires qui vous embarquent instantanément, quel que soit le sujet. Sa vidéo est sur une nouvelle technique révolutionnant la façon de jouer Tetris, elle est incroyable. Sa vidéo sur l'épidémie de bots qui ravage Rocket League, elle est incroyable, que vous soyez intéressé par les jeux dont il parle ou non. Et sa dernière vidéo, dont vous venez de voir un extrait, qui s'intéresse au plus grand serveur de l'histoire de Minecraft, le 2B2T, un serveur totalement dérégulé où tous les exploits et tout bug possible et inimaginable est envisageable et où les joueurs s'affrontent à l'état de nature depuis des années. Il y a quelque chose de spécial avec la chaîne d'Ego que je vous invite à découvrir. Je mets le lien de ce pas dans le chat. Des codes du cinéma plus classique. Mais si vous rentrez dans le film, vous verrez que tout ça c'est un moyen pour Kairo de multiplier les façons d'exprimer toujours la même idée, la disparition de l'individu et de son identité. En fait, Kairo s'inscrit dans le contexte de son pays et de son époque. Dans son livre Le cinéma japonais d'aujourd'hui, Benjamin Thomas souligne un paradoxe central à l'individu japonais moderne. D'un côté, il s'agit d'une société attachant une grande importance au dévouement de l'individu pour son entreprise, sa famille, son clan. D'un autre, l'individu est plus que jamais poussé par la société moderne à l'individualisme. Deux positions contradictoires qui provoquent une crise de l'identité japonaise et qui alimentent son cinéma actuel. Cette recommandation, c'est la chaîne Le Marque-Page sur YouTube, Marque-Page qui passe régulièrement dans le chat. C'est une chaîne originellement axée sur la littérature et qui a opéré un virage un peu spectaculaire, il faut le dire, il y a quelques années en s'orientant davantage vers le cinéma, ce qui sur YouTube est toujours très compliqué à faire. Le format cinéma principal de la chaîne, c'est Cinespace, c'est une fiction réflexive sur le médium du cinéma à travers certaines œuvres. C'est souvent drôle, c'est parfois touchant, mais c'est toujours passionnant, surtout si vous vous intéressez au médium du cinéma. Ce nouvel épisode de Cinespace, comme vous avez pu le voir, s'intéresse au film Kairo de Kiyoshi Kurosawa, sorti en 2001, et nous parle notamment du traitement de l'horreur, de la solitude et de l'horreur de la solitude, au sein du film pour mieux nous renvoyer à nos propres démons. Cinespace, c'est vraiment sympa. Je vous invite à découvrir les gens et c'est sur YouTube que ça se passe.
Du côté du cinéma de zombies, de Romero et tout. Romero, il disait que quand il avait quelque chose de politique à dire, il le disait en zombie. Et effectivement, le zombie, donc ça c'est Toré, le zombie symbolise, le zombie représente. Donc du coup, vous pouvez investir, vous pouvez faire un film par siècle, par décennie sur le zombie. Le zombie finira tout le temps par symboliser quelque chose, quoi. Le consommateur, le délire de puissance de l'homme, la ségrégation. Alors, difficile pour moi de ne pas vous conseiller le format Péramus de Philippe Maizetti sur Twitch, qui tente de mêler et de démêler un dialogue entre les cultures populaires et les sciences humaines. Le travail est très souvent de qualité, les thématiques assez passionnantes, je dois l'avouer. Le dernier épisode de Péramus diffusé il y a 6 jours s'intéresse, comme vous avez pu le voir, à une histoire politique du monstre, à la représentation du monstre dans les œuvres culturelles. Ça parle de Romero, ça parle de Jack Arnold, ça parle évidemment de Carpenter. On voit pas le temps passer, alors un petit peu de soutien pour le taf toujours monstrueux de Philippe, ça serait pas de refus. Et une fois n'est pas coutume, les gens, je vous propose de partir sur une recommandation de podcast. Surtout, je suis très fier de ça. Par contre, le truc qui me désole, c'est qu'il veut pas aller au cinéma. Alors que pour nous, ben oui, parce que lui, il est habitué à Netflix, Disney+, etc. Il est habitué à regarder ce qu'il veut quand il veut. Tu l'as jamais emmené ? Si, on est allé 2-3 fois au cinéma. Le grand écran, tout ça, et ben non, il préfère la maison et choisir ce qu'il veut. Même pourtant, on y va avec des copains. Le premier film qu'il a vu, c'était au Grand Rex, donc super salle. La chance. Donc évidemment, après, les autres salles peuvent paraître peut-être. C'est nul, tout est nul. Cette semaine, je vous conseille aussi un podcast, Pop Culture Expérience, qui revient chaque semaine sur l'expérience d'un invité en lien avec la pop culture, qui s'intéresse à leurs relations présentes, aux réflexions futures sur leur vie culturelle. C'est plutôt sympa. J'ai découvert le podcast avec l'épisode que vous avez entendu, l'épisode du 13 février dernier, qui présentait Marcus, si vous l'avez reconnu, qui est un peu les opinions de son âge, d'accord, mais il y a aussi des épisodes avec Brigitte Lecordier, avec Sébastien Cardinal, avec Adrien Larmande. C'est un podcast assez récent puisqu'il date de novembre de l'année dernière, qui a été fondé un podcast qui a été fondé et qui est animé par Adrien Coche, que vous connaissez peut-être puisqu'il a fondé lui-même en 2015 la première école de sabre laser de France, la Saber League, et c'est pas une blague, ce qui lui a permis de rencontrer tout un tas de gens qui vont venir raconter leur expérience sur ce podcast. C'est léger, les épisodes durent en moyenne 1 heure, bref, je vous invite à découvrir tout cela. Vidéo. Est-ce qu'ils ne se documentent pas assez parce qu'ils ont oublié de le faire ? Personnellement, je pense à une raison bien plus simple et bien plus logique, tout simplement parce qu'ils n'écrivent pas pour les malades. Leur cible, ce sont les valides et les personnes bien portantes qui vont se sentir inspirées et rassurées par ces histoires souvent bancales. Pourquoi est-ce qu'on insiste autant sur le drame contenu dans ces histoires ? Tout simplement pour montrer que la vie est courte et fragile et qu'il faut en profiter avec intensité avant qu'il ne soit trop tard. Dernière recommandation cette semaine avec une vidéo d'Opaline, une chaîne Booktube comme on en fait plus trop sur YouTube. Et cette semaine, Opaline s'intéresse à la question de la représentation de la maladie dans les romances young adult, un sujet que j'ai quand même vu très rarement traité et qui nous interroge sur l'utilisation de la maladie comme simple ressort dramatique avec toute la problématique de fond de la question des représentations auprès d'un jeune public. Une vidéo très chouette d'une chaîne que je ne connais pas trop mais que je vais m'empresser de découvrir dans les prochaines semaines et que je vous partage dans le chat. Voilà, il est temps de conclure cette émission. C'était le 4e numéro de Soft Power. Je vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 5. Ça fait déjà 1 mois que l'émission existe. Ce sera vendredi prochain, le 10 mars de 10h à midi, heure française. L'émission est également disponible en format podcast un peu partout et dès ce week-end sur la chaîne Lex Tutor VOD sur YouTube. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à soutenir le projet en followant la chaîne Twitch et en mettant des commentaires, des étoiles, des cloches, des pouces levés. C'est ce qui permet au plus grand nombre de découvrir l'émission. Et pour ceux qui ont les moyens financiers, si vous faites partie du fameux 1%, vous pouvez vous sub à la chaîne ou mieux encore rejoindre le Patreon dont le lien est dans la description. Soutien financier qui me permettra d'envisager la continuité sereine de mes aventures sur Twitch le plus longtemps possible. Je vous remercie encore une fois d'avoir été présent pour ce 4e numéro. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi 10h pour le 5e. Merci à toutes celles et ceux qui ont suivi l'émission aujourd'hui et à la semaine prochaine. Ciao!